Coucou, bonjour. Alors c'est le jour de la première masterclass. Oh yeah! Je suis contente de partager ça avec vous. Yeah! Donc j'en laisse quelques-unes arriver avant de commencer et je vais parler toute seule en attendant que des gens arrivent. J'ai des choses passionnantes à vous dire. Alors je vais, bonjour, que les personnes qui arrivent me disent bonjour et me disent si on m'entend bien et si on me voit bien. Comme ça, comme c'est en cours d'enregistrement pour les personnes qui regarderont en replay. Salut Adeline, on entend bien? Tout va bien? Enfin, c'est pas que je prenne de tes nouvelles Adeline, j'espère que tu vas bien, mais là je demande si on m'entend bien. Donc j'attends confirmation et pendant ce temps-là, j'anime un tout petit peu. Donc, ces 4 masterclass, c'est de la matière toute fraîche que je vais vous livrer parce que... Yeah, Adeline, merci. Donc Adeline me dit que le son et l'image fonctionnent bien. Alors, donc je vous disais que c'est de la matière toute fraîche que je vais vous livrer parce que j'évolue constamment dans mes réflexions grâce à mes merveilleuses étudiantes. Et qu'est-ce qu'elles ont de merveilleux? Mais elles sont humbles, elles sont engagées et elles acceptent de partager les difficultés et la complexité de leur parcours. Je ne dirais pas que le parcours est difficile, mais c'est un parcours qui fait passer par des émotions dont on se passerait bien, mais en même temps, tout se déroule en même temps. Il y a des grosses et magnifiques satisfactions, des satisfactions qui sont absolument inespérées. Et donc, ensemble, à travers nos interactions et à travers ce qui émerge dans l'expérience de mes étudiantes et de mes coachés, eh bien, il y a des choses de plus en plus précises. Il y a des points d'accroche sur lesquels on peut travailler et qui permettent de bien avancer et de plus en plus. Donc, à partir d'aujourd'hui, et pour 4 jours, on se donne rendez-vous à 17 h. Et puis pour celles qui ne peuvent pas être là à 17 h, puisque de toute façon, aucune heure ne convient jamais, donc cette fois-ci, j'ai choisi 17 h. On va travailler, je vous ai annoncé que cette fois-ci, on allait travailler à partir, non pas de témoignages, en fait, c'est le premier mot que j'avais employé, mais on ne va pas travailler à partir de témoignages, on va travailler à partir de petites séquences que j'ai tirées des coachings en live. Alors, c'est délicat, c'est d'autant plus délicat que je n'ai pas demandé l'avis des personnes. Donc, pour respecter la confidentialité, je ne vais pas montrer l'image, je vais vous faire écouter le son tout simplement, je vais vous faire écouter les voix. Au moment où les personnes disent des choses vraiment stratégiques sur lesquelles je peux adosser un développement qui va beaucoup vous intéresser. Et donc, je ne vous montrerai ni les visages et je vous dirai les prénoms mais pas les noms. Et comme ça, vous n'identifierez personne et les personnes ne seront pas dans l'embarras. Mais donc, je dois vous dire que moi, je suis infiniment reconnaissante que j'ai toujours, du fait que les personnes veuillent bien exposer leur vulnérabilité, c'est super important parce qu'alors on a des points concrets à partir desquels développer une réflexion. Alors on va commencer. Les autres personnes qui me regardent, dites-moi bonjour aussi, ça me fera plaisir. Et sinon, vous pourrez mettre vos commentaires et les personnes qui regardent en replay, vous pourrez poster vos commentaires en dessous de la vidéo qui sera postée sur YouTube. Donc les personnes qui pourront la voir en replay sur Facebook, vous mettrez vos commentaires sur Facebook. Les personnes qui la regarderont en replay sur YouTube, vous les mettrez sous la vidéo YouTube. Donc je vais commencer. Et je vais commencer par vous signaler et m'adresser aux personnes qui ne correspondent pas au profil mère de famille.
Je sais bien qu'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas de conjoint ou qui n'ont ni enfant ni conjoint, mais qui en même temps peuvent être concernées parce que ce que je vais dire là, ce qu'on peut dire quand on observe la question de la charge mentale, avec mon point de vue en tout cas, c'est que ce qui se dit là, ça peut se dire de tout type d'interaction où les personnes se côtoient régulièrement. Donc par exemple au travail. Et ainsi, il y a quelque temps, j'ai eu une participante dont le fils était jeune adulte et avait quitté la maison. Elle était là avec son conjoint, mais elle a suivi le parcours pour adopter d'autres manières d'être dans le cadre d'une association sans but lucratif. Et tout ce qu'on disait convenait en termes d'interaction. Donc voilà, ça s'adresse aussi aux personnes qui ne sont pas mères de famille, mais qui ont des difficultés, non seulement dans leurs interactions avec des personnes qu'elles fréquentent régulièrement, mais aussi avec elles-mêmes, parce que vous allez vous rendre compte que la première personne avec qui il y a des choses à renégocier, c'est vous-même. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est celui de l'identité. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je me raconte sur moi? Alors, quand on parle de charge mentale au sein de la famille, donc on va venir tout de suite aux deux petites illustrations verbales, et je vais faire un développement à partir de là. Quand on parle de charge mentale au sein de la famille, il y a une définition qui court et qu'on voit partout depuis plusieurs années maintenant, qui consiste à dire que la charge mentale résulte du fait de penser à tout pour tout le monde, et c'est bien plus complexe que ça. Hein? C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. D'abord, quand on dit ça, c'est le fait de penser à tout pour tout le monde, on ne parle pas du tout des états émotionnels. On ne parle que de l'aspect intendant, si on veut, de l'aspect organisationnel. Et on ne parle pas des émotions, alors que les émotions sont prédominantes. Donc les états émotionnels ne sont vraiment pas sympas quand on se plaint de charge mentale. On se plaint d'épuisement, de colère, on manifeste de l'exaspération, une forme de résignation, et en tout cas, on se sent victime. Ça, c'est quelque chose de fort important. Et ce que souhaitent les femmes qui se plaignent de charge mentale, de façon globale, c'est que la maison soit rangée et que les autres membres de la famille assurent leur part. Et puis, on souhaite récupérer du temps pour soi. Mais ça, par expérience, non pas mon expérience à titre personnel, parce que moi, je n'ai pas eu à me plaindre de charge mentale, et d'autant moins que je suis d'une génération où la problématique n'existait pas. En fait, moi, j'ai été mère dans les années 80. Et la charge mentale, c'est une problématique qui a émergé au XXIe siècle avec l'avènement du web, en fait. Bon, ça, j'en parlerai peut-être à un autre moment. Si je m'enfonce dans cette direction-là, je vais vous prendre votre temps, un temps qui vous est précieux, et vous n'êtes pas là pour m'entendre parler du web, vous êtes là pour m'entendre parler de charge mentale. Donc, je vous disais que souhaiter que la maison soit rangée, que les autres assurent leur part et souhaiter de récupérer du temps, ce sont des souhaits écrans. Parce que, puisque si je vous propose de vous engager dans la méthode avec moi, évidemment, c'est parce que ça marche. Si ça foirait, je n'oserais pas le reproposer, évidemment. Mais donc, au cours du trajet de la méthode, ces souhaits-là, ils sont atteints. Donc, on parvient, ça dépend, la durée qu'il faut pour atteindre l'objectif, elle dépend des personnes. Il y en a qui connaissent déjà un grand changement au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, d'autres un peu plus longtemps. Mais donc, j'observe les gens de suffisamment près pour me rendre compte que quand les objectifs sont atteints, donc que la maison soit rangée, que les autres prennent part à la vie domestique et qu'on récupère du temps pour soi, je vous disais que c'était des questions, des problématiques écrans, parce que derrière, il y a autre chose. Derrière, ce qui se profile, c'est quand on a été
à ce point dans ce que je vais décrire ensuite, à savoir dans le sacrifice, dans le don de soi, en fait, on s'est effacé. On a considéré sans s'en rendre compte qu'on n'avait pas d'importance, qu'on n'avait plus d'importance. Et donc, on a arrêté de faire quelque chose dont on avait besoin. Et donc, quand on a atteint les objectifs qu'on énonce initialement, on est confronté à une espèce de grand mur vide. Et là, il va falloir nourrir, il va falloir apporter quelque chose pour remplir ce grand vide. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le parcours de la méthode, évidemment. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous faire écouter les audios et je vais demander de nouveau aux personnes qui sont là de me lever un pouce pour me dire « Oui, Patricia, on entend ». Ok ? Je vais vous faire écouter d'abord un tout petit enregistrement. Vous allez entendre deux voix, celle de Magali et celle de Adeline, pour développer la problématique du jour. On va y aller. Et donc vous allez me dire, je vais mettre ça tout près du micro, et je le repasserai si nécessaire. Devenir maman, c'est un don de soi. Voilà. Toute mon énergie, tout, c'était pour mes enfants. Voilà. Et ben, je m'en suis oubliée. Hein, et quand j'ai eu mon troisième enfant, mon corps a commencé à me parler très fortement. Voilà. Donc là, on a entendu la voix de Magali qui disait que quand elle a eu ses enfants, elle a dit à ses amis que être maman, c'était se vouer entièrement à ses enfants. Et puis maintenant, on va écouter Adeline. Elle expliquait que depuis la naissance... Ça, c'est moi qui restitue un dialogue que j'ai eu avec Adeline. Donc, je vais reculer un petit peu. Est-ce qu'on entend bien le son là? Elle expliquait que depuis la naissance des enfants, en fait, il a proposé, il a voulu intervenir, il a voulu partager les tâches. Le « il », c'est son conjoint. Hein? Ok, ça va. Merci. Donc, depuis la naissance du premier enfant, son conjoint a proposé de partager les tâches. Et chaque fois, Adeline l'a rabroué, quoi. Elle l'a envoyé se faire voir, elle a voulu tout faire elle-même, parce que Adeline dit qu'elle est assez normative, il faut que les choses soient faites de telle manière et pas d'une autre manière. Et du coup, dans l'affaire, son conjoint a été assez humilié, hein. Le résultat, c'est ça, quoi. En fait, voilà, je lui en voulais, mais il y avait raison de... Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu aider, tu l'as rabroué, et puis tu lui en as voulu de ne pas aider. Oui, et puis en plus, je gardais ça en moi parce que si je lui disais ouvertement, pas forcément après, c'est le ton monté. Et... Puis de toute façon, je pense que je l'aurais pas écouté. Ça fait des années qu'il me supplie de ranger avec moi, hein, en plus. Et chaque fois, je lui disais que c'était pas le moment. Voilà. Donc, je vais vous restituer ce que moi j'ai retenu comme point important dans ces moments que j'ai partagés avec vous. Donc, dans ces petites interventions que j'ai partagées avec vous. Et si vous m'avez beaucoup entendu la deuxième fois, c'est parce que je restituais un dialogue que j'avais eu préalablement avec Adeline. Donc, Magali, qui dit à ses amis que être mère, c'est être dans le sacrifice, dans l'abnégation, c'est être dans l'oubli de soi et se vouer entièrement à ses enfants. Et on a Adeline qui explique que dès le départ, son conjoint a proposé de partager les tâches et elle a dit non merci. À plusieurs reprises, il a proposé plusieurs fois, elle a dit non plusieurs fois. Et dans sa tête, m'a dit Adeline par ailleurs, elle considérait que c'était une affaire de femme. Alors, là-dessus, résultat de dire non merci, mettez-vous à la place du conjoint, mettez-vous dans ce genre de situation quand ça vous est arrivé. Se faire rabrouer, ça fait mal émotionnellement, ça humilie probablement. Alors, elle dit, donc du coup, blocage du conjoint, si je me fais rabrouer, je n'ose plus proposer. Et je trouve,
ce gars-là, je le trouve spécialement courageux parce qu'il n'a pas capitulé en tout cas. Adeline dit qu'il est revenu régulièrement à proposer de participer et chaque fois Adeline va te faire voir mon ami. Donc Adeline précise qu'elle est normative. Donc ça doit être fait comme ça et pas autrement. Donc si on s'avise de plier les serviettes de bain comme ça, elle va le recommencer parce qu'il fallait les plier comme ça. Donc vous vous reconnaissez peut-être, hein, les filles. Alors, elle dit, mais, et du coup il ne fait rien, et qu'il ne fasse rien, ça la met en colère. Mais ici, dans le parcours, en dialoguant, en interagissant avec les personnes de sa tribu, en faisant le parcours, donc, elle a compris qu'elle était à l'origine de l'inaction de son conjoint. Il ne fait rien parce qu'elle lui a dit tant de fois non merci. Donc, il ne fait rien, ça la met en colère, vous l'avez entendu le dire, et elle retient sa colère pour éviter un conflit, parce que quand elle dit quelque chose, ça monte. Alors, l'analyse, c'est ça qui est intéressant, c'est l'analyse. C'est que Magali, ce qu'elle a dit à ses amis, ça n'est pas fortuit. Elle ne l'a pas sucé de son pouce, c'est téléphoné culturellement en fait. Il faut quand même savoir que, là on ne va pas remonter jusqu'à la nuit des temps dans l'histoire du couple, ni dans l'histoire des relations hommes-femmes, mais ce qu'on appelle le patriarcat a émergé il y a 3 millénaires, donc plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Avant ça, il y a beaucoup de traces dans les religions, notamment les religions de l'Inde, les religions mésopotamiennes, en Égypte aussi. Leur panthéon témoigne du fait que la femme revêtait une place privilégiée dans la société. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a fait que l'hégémonie des hommes sur les femmes s'est instaurée et que il y a une conception collective qui s'est mise en place et qui a privilégié les hommes au détriment des femmes, où vraiment des philosophes sont intervenus, comme Aristote par exemple, hein, pour dire que la femme, elle était comme le terreau que l'homme ensemençait et que la femme portait l'enfant de l'homme en quelque sorte. Hein. Et donc, les femmes, depuis très 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 longtemps, ont été confinées dans l'espace du foyer pour exercer toutes les activités liées au foyer, mais donc toutes les activités liées à la subsistance. Donc vous pensez bien que quand pendant des millénaires, en tant que femme, on a été écrasée, on a été réduite à un rôle fonctionnel, vous pensez bien que ça laisse des traces. Hein. Maintenant, on sait bien, avec l'évolution notamment de la génétique et de l'épigénétique, on sait qu'on hérite des traumas des générations précédentes. Donc c'est inscrit en nous et on n'a pas besoin de nous le dire. Mais si on ne nous le dit pas, en fait, le rôle de la femme, il est prescrit sociétalement. Donc dans notre société, il y a des mythologies, il y a des discours collectifs qui courent et qui flottent comme ça dans l'air et qui sont transmis par une série de médias, dont la publicité, dont les revues féminines, etc., et qui transmettent des valeurs, et des valeurs et des modèles. Et donc ces valeurs et ces modèles ne sont pas transmis frontalement, pas directement. C'est aussi, on modélise aussi sa mère et sa grand-mère, on voit ce qu'elle faisait, on voit qu'elle se sacrifiait, on voit qu'elle se faisait passer en dernier lieu. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit dehors parce que ma fenêtre est ouverte et il y a des véhicules qui passent. Et du coup, sans que nos mères ni nos grands-mères nous disent « voilà, une femme doit se comporter comme ça », ce sont des modèles qui sont inscrits et qu'on va activer inconsciemment. Donc voilà, c'est
on croit en fait, on croit que l'amour, ce type d'amour-là, où on se sacrifie, on donne tout pour ses enfants, on se met en retrait, on pratique l'abnégation. On croit que c'est naturel et c'est pas naturel, c'est culturel, c'est appris. Moi je dis souvent à mes étudiantes, mais les filles, vous ne vous rappelez pas comment vous étiez quand vous étiez bébé, mais vous vous rappelez comment étaient vos enfants quand ils étaient bébés. Un petit bébé, quand il naît, il sait respirer, il sait boire, il sait manger, il sait dormir, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc toutes vos compétences actuelles, toutes vos pensées, vos opinions, vos croyances, c'est appris. Donc c'est culturel. Donc croire qu'une mère doit se sacrifier pour ses enfants, c'est appris, c'est culturel. Et voilà. Donc ce qui se passe alors, c'est que moi qui circule sur le web, notamment sur Instagram, mais j'ai déjà vu des témoignages de femmes en burn-out maternel, où clairement on voyait qu'elles avaient épousé cette mythologie-là. Mon bébé naît, c'est mon bébé, c'est ma poupée, je veux pour lui la meilleure existence qui soit, je me sacrifie totalement, en même temps je refoule mon conjoint, et puis après quand je retourne au travail, je suis surprise de ne pas pouvoir compter sur mon conjoint. Mais minute, tu l'as envoyé se faire voir, ton conjoint. Donc, moi en fait, parce que parfois on me dit, ou Patricia, tu es dure, tu es méchante, vous savez quoi? Moi j'aime bien redire ceci. Hein. Moi je vous parle en toute bienveillance, mais c'est une bienveillance musclée. Je suis un petit peu un coach sportif. Et pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne vous brosse pas dans le sens du poil? Parce qu'en tant qu'enseignante et pédagogue, je suis là pour vous faire avancer, les filles. Et quand on veut avancer, on a besoin de prendre des petits coups de pied au derrière. Hein. Donc moi, je donne des petits coups de pied au derrière. Donc le truc, c'est que je vous dis ça, non pas pour vous culpabiliser. La culpabilité est culpabilisée, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Donc sortez-vous ça de la tête si jamais ça vous a effleuré. La culpabilisation, ce n'est pas mon trip. En revanche, mon trip, c'est la responsabilisation. C'est aider les personnes à reconsidérer leur parcours pour voir en quoi elles ont contribué à la situation dont elles se plaignent. Et donc c'est pour ça que que j'ai beaucoup de gratitude envers quelqu'un comme Adeline justement, dont j'ai évoqué la situation. Adeline, elle a remonté le fil pour dire ah ouais voilà, j'ai merdé là, mais là vraiment j'ai merdé 512 fois avec mon conjoint quoi. Donc heureusement qu'il était encore là le bonhomme. Hein. Vous savez, il y en a qui se sentent tellement humiliés et rejetés qu'ils vont voir ailleurs. Mais vous croyez que c'est par plaisir ou que c'est uniquement par plaisir? C'est parce qu'ils recherchent de la consolation, hein, principalement quand ils vont voir ailleurs. Bon, donc l'idée c'est de vous aider à envisager en quoi vous avez contribué à ce problème dont vous vous plaignez. Mais donc, les personnes qui se sacrifient, donc qu'il faille prendre soin les uns des autres, ok, hein, je ne dis pas qu'il faut négliger ses enfants, bien entendu, mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans une abnégation excessive, qu'on ne prend plus soin de soi, parce que le nombre de femmes qui me disent « j'ai renoncé à mon instrument, j'ai renoncé à mes passions, j'ai renoncé au sport, j'ai renoncé au yoga. Elles ont renoncé à tout ce qui les nourrissait en fait. Nos passions, ce ne sont pas des loisirs, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture pour notre être. C'est de la nourriture pour nous. C'est pas du tout des loisirs, c'est pas du tout optionnel. Nous en avons besoin. Parce que quand nous ne prenons pas soin de nous, quand nous ne nous adonnons pas à nos passions, à ce qui nous nourrit, nos batteries, elles baissent jusqu'à s'épuiser et nous ne sommes plus disponibles pour les autres. Donc, les autres, les gens que nous aimons, nous pouvons les aimer bien parce que nous remplissons nos batteries. Et nos batteries, nous les remplissons parce que nous nous aimons et que nous prenons soin de nous. C'est super important ça. Alors, je vais passer maintenant au témoignage
à la réflexion d'Adeline, c'était quand elle disait l'implicite de la discussion que je rapportais, c'était non. Quand le bébé est arrivé et qu'il a voulu participer, elle a dit non, parce que son implicite, c'était « je sais tout faire au sein du foyer et toi, tu ne sais rien faire ». Et ça, c'est clairement une idée qui est héritée, mais comme je vous le disais à l'instant, ce n'est pas verbalement. J'ai vu dans le foyer de ma mère, celui de ma grand-mère, chez mes amis, chez les mères de mes amis, j'ai vu que c'était la mère qui faisait tourner la maison. Et que le père travaillait au dehors, et quand le père rentrait, il s'assoyait dans son fauteuil avec son journal, il buvait sa petite bière ou je ne sais quoi, je ne connais pas les rites familiaux chez les autres, mais en tout cas, de façon plus musclée, certaines m'ont rapporté, et je l'ai vu chez moi, chez mes grands-parents, mais notre grand-père était persona non grata dans la cuisine. Et au niveau des fils, alors, et là je parle de la génération suivante, des jeunes, alors, filles comme garçons, là, même les filles, parfois les filles, mais pratiquement toujours les garçons, tu es un garçon, donc ça c'est un discours implicite, hein, on ne dit pas ça aux garçons, mais les garçons, on les envoie faire leurs trucs de garçons, faire leurs travaux scolaires, jouer, voilà. Faire leurs pratiques artistiques, tout ce que vous voulez, quoi. Mais en tout cas, la cuisine, la chose domestique, on écarte les garçons. Ce qui fait qu'on transmet le modèle de génération en génération. En fait, on n'est pas sorti de l'auberge si on continue à faire ça. Donc, prise de conscience, les filles. Si vous avez des petits, initiez-les à la chose domestique, ce dont on parlera la prochaine fois, c'est-à-dire demain. Donc, et il faut bien se dire que c'est très compréhensible que les femmes de maintenant, donc Adeline, je ne sais pas quel âge elle a, mais je pense qu'elle est plus jeune que mes enfants. Donc, elle a peut-être 35 ans, quelque chose comme ça, Adeline. Mais ce n'est pas étonnant qu'elle ait implicitement raisonné comme ça, puisque si on remonte un tout petit peu, dans les années 60, donc les années 60 c'est quand j'étais petite, donc c'est quand ma mère était adulte, eh bien dans les années 60, il était inimaginable qu'un père ou qu'un homme s'occupe du foyer et des enfants. Voilà. Un père qui s'occupait de ses enfants, qui les câlinait, etc., on considérait que c'était une chochotte, quoi. Un efféminé. Et donc, je reviens à Adeline. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle est normative. Hein. Elle dit d'elle-même « Oh, 44 ans, Adeline !» Bravo, Adeline, pour la juvénilité. Donc, elle renvoie, hein, elle envoie son conjoint se rhabiller, entre guillemets, avec comme implicite « moi, je sais faire ». Et comment elle fait pour savoir tout faire? Eh bien, parce que par tradition, comme je viens de le dire à l'instant, la femme est omnisciente en ce qui concerne la chose domestique. Donc elle a observé sa grand-mère, elle a observé sa mère, elle a été mêlée à la vie domestique spécifiquement, à la vie du foyer, mais dans la dimension domestique. Et donc elle sait, depuis le départ, elle a vu comment ça marche. Tandis que les garçons, on les a envoyés hors de la cuisine. Donc, une femme est omnisciente par héritage, je dis omnisciente entre guillemets, hein, par héritage, ou bien alors quand elle se met en ménage, elle va, si elle n'a pas bénéficié de la transmission, alors elle va s'arranger. Elle va s'arranger. Elle va aller lire des bouquins, regarder des tutos sur YouTube pour, assembler les savoirs nécessaires à la maîtrise de la chose domestique. Je parle d'un couple hétérosexuel ici, mais vous savez quoi? Dans les couples homosexuels ou dans les couples inversés, hein, où c'est l'homme qui est au foyer et la femme qui travaille à l'extérieur, eh bien, la personne qui s'occupe de l'intendance domestique, elle endosse tous ces machins-là, en fait. Donc, je le sais parce que j'ai dialogué avec des gens, bien entendu.
Alors, quand elle dit, ben, elle l'a rabroué, et puis lui, il n'ose plus rien dire, et ça la met en colère et ça la frustre. Donc ça la fait entrer dans des sentiments nuls. Et ici, Adeline n'en a pas parlé, je ne l'ai jamais interrogée là-dessus, donc ce n'est pas du tout d'Adeline que je parle ici. Et de toute façon, quand je parle d'Adeline, c'est plutôt Adeline m'a donné un point de départ pour tenir des propos plus généraux que d'autres femmes ont tenus ou des choses que j'ai observées. Donc Adeline ne le dit pas. Moi je vous dis, elle dit que ça la met en colère, le fait que son conjoint n'intervienne pas, ça la frustre. Et ce qui va se passer, c'est que dans beaucoup de foyers, on va se mettre à être brutal parce qu'on est énervé et on va devenir brutal. Comme en général le mari est plus fort que nous, on ne va pas flanquer de claques au mari, mais les enfants, on va leur flanquer des claques. Et alors là, on va se mettre une charge mentale supplémentaire, on va avoir honte d'avoir mis des claques aux enfants et on va aller suivre des formations en parentalité positive et en discipline bienveillante, etc. Et ça nous met une complication supplémentaire, un poids supplémentaire sur la conscience, parce que le véritable problème, il est beaucoup moins chez les enfants et le management des enfants que chez moi. Que chez moi, la maman, moi dont je ne prends pas soin. Donc on reste tout le temps avec ce truc de la mère qui se sacrifie. Je ne prends pas soin de moi, je ne m'écoute pas. Si je me prenais du temps pour moi, si quand je me sens fatiguée, j'allais faire sieste, si quand j'en ressens le besoin, j'allais me balader, j'allais faire mon sport, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, alors je pourrais revenir à un équilibre nerveux. Là, je ne vais pas vous faire tout un déballage sur le système nerveux, mais en fait, quand on est en colère, notre capacité de compréhension de notre situation, elle est fort rétrécie et elle nous fait réagir comme une bête aux abois. Et à ce moment-là, on va devenir agressive avec ceux qui sont autour de nous, qu'on va appréhender sans y penser. Hein. Ça, c'est irréfléchi. Hein. On va les appréhender nerveusement comme nos ennemis. Et donc, on va les brutaliser. Et on va se mettre à critiquer son conjoint et on va se mettre à frapper nos enfants. Ici, surtout que la parentalité positive peut ramener encore plus de charge mentale. Exact, exact. Donc, le truc, c'est pour cesser de faire, en fait, critiquer son conjoint, mais quand vous êtes sorti de votre colère, vous vous dites, mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Vous n'êtes pas fier de vous. Et quand vous avez frappé vos enfants, là, vous êtes en dessous de tout, quoi. La honte, hein. Vous avez honte de vous. Donc, on ne fait que d'en rajouter, quoi. Hein. Tout le discours collectif fait en sorte qu'on se considère comme nul, quoi. Hein, on voit bien, tout ce que la presse féminine fait, c'est de nous confirmer en permanence qu'on est nul. Regarde comme tu es grosse, regarde comme tu es mal coiffée, regarde comme tu t'attifes mal, t'as vu tes ongles, etc., etc. Donc, toutes les leçons qui nous sont données en permanence par la presse féminine, en filigrane, ça nous dit, mais regarde comme tu as besoin de t'améliorer, regarde comme tu n'es, en anglais ils disent souvent not enough, regarde comme tu n'es pas assez belle, pas assez mince, pas assez bien coiffée, tes ongles pas limés, tout ce que vous voulez, quoi, pas assez bien habillée, tout ce que vous voulez, pas assez cultivée, pas assez élégante. Et les femmes se torturent avec ça. Et donc, vraiment, et donc, sans vouloir avoir honte de s'énerver sur ses enfants, d'abord, moi, je dis toujours à mes étudiantes, arrêtez avec cette autocritique. Hein, arrêtez de penser du mal de vous. Nous recevons déjà tant de messages moches à notre propre sujet. Donc il ne faut pas en rajouter nous-mêmes. Mais
plus que ça, prenez du temps pour vous. Prenez le temps dont vous avez besoin pour prendre soin de vous, comme je viens de vous le dire. Hein. Jouez votre instrument, allez voir les chevaux, prendre soin des chevaux, prendre soin des poules, tricoter, écouter de la musique, glander, prendre un bain, aller danser. Tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait plaisir. Et je sais que je me répète, on considère ça comme des loisirs, alors que ce sont des besoins fondamentaux. Notre corps, notre être profond, biologiquement, nous sommes des êtres biologiques. Notre système nerveux en a besoin pour se régénérer, pour se recalibrer et nous ramener à un état émotionnel, à un état d'être qui est plus stable et qui vous rend plus capable d'entretenir des relations plus équilibrées avec vos proches. On va en parler plus demain, beaucoup plus demain. Mais donc, je reviens à... donc, elle a dit non à son conjoint ne fait rien, ça la met en colère, ça la frustre, et en plus, elle croit que pour être une bonne mère, elle doit tout faire pour ses enfants. Donc en résumé, elle est la domestique, elle est la carpette de sa famille. Et ça la met en colère. Et elle retient sa colère pour éviter un conflit. Donc ça, c'est Adeline qui le dit. Et le nombre de femmes qui se taisent, je souffre en silence, mais je n'en pense pas moins. Si vous croyez que d'abord ça ne se voit pas sur votre visage, donc le verbal ne sort pas, mais le non-verbal, il est là. Hein. Et il n'y a pas que le non-verbal, il y a l'énergétique, il y a l'énergie que vous dégagez et qui fait qu'au bout du compte, mais c'est une énergie toxique pour les relations, quoi. Ça ne va pas. Ça ne va pas de ne pas parler, ça ne va pas de ne pas dialoguer. Mais maintenant, pour l'instant, dans la situation où vous êtes, vous n'êtes pas capable de parler sereinement. Dans la situation de stress où vous êtes, avec tout ce que vous vous racontez sur vous-même, puisque le sujet d'aujourd'hui c'est la question de l'identité, je me raconte sur moi qu'une femme et une mère doit se sacrifier pour sa famille, ne peut pas prendre soin d'elle, doit se faire passer en dernier lieu. Alors que si on y réfléchit maintenant, avec l'évolution des neurosciences, etc., on a plein d'informations scientifiques pour nous indiquer que ce n'est pas en se stressant qu'on rend les gens heureux, et comme le dit Adeline ici, une maman heureuse rayonne sur le reste de la famille. Et Adeline peut en témoigner. Donc, ce qui se passe, donc, elle dit, ben, elle n'en est plus là maintenant. Donc c'est une situation passée qu'elle évoque. Je ne parlais pas parce que je savais bien que de parler, ça allait créer une engueulade. Donc ils en sont arrivés à la situation où communiquer égale s'engueuler. Mais dans combien de couples est-ce que ce n'est pas comme ça? Dans combien de familles est-ce que ce n'est pas comme ça? Donc ce n'est pas seulement avec le conjoint, c'est avec les enfants. Ou quand on ouvre la bouche, on est entre chacals, comme dit Marshall Rosenberg. On parle entre chacals. Alors que c'est en fait un chacal qui dit « aime-moi ». Mais il n'est pas capable de le dire autrement que ça. Mais on a tous super besoin d'amour. Et donc on a vraiment tous besoin de que la vapeur redescende. On a besoin que la pression redescende. Pour être capable d'abord de se rappeler qu'on s'aime, les amis. Vous vous rappelez qu'on s'aime dans les familles. Il y a beaucoup de familles où on l'oublie, ou en tout cas la maman qui se plaint de charge mentale a oublié qu'elle aimait son conjoint, a oublié qu'elle aimait ses enfants. Elle est tellement en tension qu'elle n'est que colère ambulante. Et donc, ce qui se passe, c'est que
De façon globale, de toute façon, on est dans une culture où on n'apprend pas à communiquer. On apprend des savoirs, des savoir-faire, tout simplement parce qu'on nous formate pour entrer dans cette société capitaliste marchande où on attend de nous qu'on soit des consommateurs et des producteurs, hein, et qu'on active des savoirs et des savoir-faire. Mais les savoir-être, oula, mais on n'en parle pas. Donc si vous, hormis si vous avez grandi dans un milieu privilégié, où les parents sont sensibilisés à la question des savoir-être, eh bien, nous sommes pratiquement tous en friche en matière de savoir-être. Nous n'avons pas appris à communiquer, nous n'avons pas appris à aimer, nous n'avons pas appris à traduire notre amour en actes et en paroles et en interactions. Ce sont des choses qu'on doit apprendre plus que réapprendre. On doit apprendre. Et ça va calmer les choses au sein de la famille. Non seulement ça va calmer la famille, les relations, ça ne va pas seulement les calmer, ça va guérir la famille. Et voilà. Voilà où je voulais en venir pour aujourd'hui. Donc, dans ce contexte, je n'ai pas répondu à la question, hein, j'en ai conscience. Donc, je voulais vous amener à réfléchir pour commencer sur ce que je me raconte à mon sujet. Ah, je n'ai pas parlé de ce que vous vous racontez à leur sujet. Parce que souvent, les femmes qui se plaignent de charge mentale que j'ai interrogées, elles pensent de leurs conjoints et de leurs enfants dans la situation qu'Adeline décrivait. Hein. Je les empêche d'agir, mais je suis furibarte parce qu'ils ne font rien. Et donc, dans cette ambivalence-là, la femme, et vous verrez bien si vous vous y reconnaissez ou pas, elle se plaint qu'ils sont paresseux, qu'ils se font prendre en charge, qu'ils se foutent d'elle, qu'ils n'ont pas de considération pour elle, qu'ils sont ingrats, etc., etc. C'est là où on en est. Ça, c'est le point de départ. Je viens de vous donner déjà quelques pistes, quelques orientations très intéressantes. Hein. Ne prenez pas à la légère ce que je vous ai dit. Hein. Quand je vous dis de prendre soin de vous, ça c'est la clé principale. Hein. Donc, dans ce contexte-là, comment réaliser notre objectif initial qui est de cesser d'être la domestique de la famille et d'obtenir que tout le monde participe à la vie du foyer. Dans le tableau que j'ai décrit jusque maintenant, on ne voit pas comment on va y arriver. Donc, j'arrête, maintenant je vais vous dire des choses plus techniques, mais j'arrête sur ce point d'interrogation et je vous rappelle, je vous invite donc à mettre vos commentaires, vos questions sous cette vidéo sur Facebook, sous la vidéo qui sera postée sur YouTube et je vais vous faire écouter maintenant un deuxième témoignage. Ce n'est pas un témoignage de nouveau, c'est de nouveau une intervention dans le cadre de nos coachings et c'est celle de Magali, et Magali, disons, aux 3/4 du parcours. Donc, où là, vous allez constater qu'on a fait du chemin. Hop, je vais la remettre au début parce que je n'ai pas mis assez de son. Alors, où est-ce qu'on est ici? Comment je dois faire? Une minute. Comment j'ai fait tout à l'heure pour avoir du son? Bon, je vais la mettre ailleurs. Je vais faire une manœuvre technique, hein, une seconde. Il va falloir que je fasse mieux la prochaine fois.
Qu'est-ce que je fais mal? Oh là là, comme je suis... Je ne sais pas ce que je fais mal. Pourtant, tout à l'heure, je l'ai écouté et ça allait correctement. J'ai pas de son du tout. Ah non, ça y est, je sais ce que je fais mal. Ça va pas. Bon, c'est Magali. Je vous la ferai écouter un autre moment autrement. C'est Magali qui dit qu'elle est tout à fait cool, qu'elle ne souffre plus du tout de charge mentale, qu'elle n'estime plus du tout que la vie du foyer repose sur ses épaules, que les autres font ou ne font pas, mais qu'en tout cas ils font, parce qu'en tâche de fond, on entend la cuisine en train de se faire, on entend la vaisselle en train de se faire et on entend son mari dans la cuisine en train de participer au ménage. Et elle dit qu'au fond, c'est elle, au départ, qui a beaucoup changé parce qu'elle a permis, elle s'est retirée et elle a permis aux enfants de se dire « mais au fond, maman, elle a le droit. Elle a le droit aussi de penser à elle, de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle. Elle ne doit pas tout faire. » Et Magali dit qu'au fond, elle fait quand même encore le ménage, mais quand elle le fait, elle ne le fait pas comme une corvée obligatoire, elle le fait comme un choix pour se détendre. Et effectivement, moi tout à l'heure, là je travaillais, et tout à l'heure je suis allée vider le lave-vaisselle, donc je ne suis pas chez moi ici, je ne suis jamais chez moi. Hein. Je suis allée vider le lave-vaisselle, passer la brosse dans la cuisine et commencer à faire le repas avec personne qui ne me demande rien du tout. Je l'ai fait pour me détendre, pour le plaisir. Donc c'est tout à fait possible de faire des choses qu'on considère habituellement comme ennuyeuses, comme des corvées. C'est tout à fait possible de les faire avec plaisir, en étant détendu. Donc demain, on va aborder un autre sujet. On va voir, comment restaurer la communication dans la famille pour s'acheminer vers la situation de Magali. Donc je vais vous mettre un lien. Je vous mettrai le lien dans le commentaire de cette vidéo sur YouTube et sur Facebook, les deux, pour que vous puissiez écouter la voix de Magali en train de donner ce témoignage que je vous ai résumé maintenant. Donc rendez-vous demain. Et donc, je vous mets le lien aussi pour vous inciter, pour vous inviter à vous inscrire au parcours de la méthode. Vous n'allez peut-être pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez aller découvrir la page où je décris le parcours de la méthode. Donc, je vous propose de vous accompagner pour opérer la transformation de votre famille qui repose sur votre transformation à vous, les filles. Donc, je vous dis à demain avec le sujet que je viens de vous annoncer, comment restaurer la communication dans la famille pour remettre du bonheur à vivre ensemble et du plaisir à partager les tâches. Oui, je sais, pour l'instant, ça semble invraisemblable. Ciao, ciao, à demain.